Mon père disait toujours que l'argent était la seule mesure de la valeur d'un homme. Le jour où j'ai quitté la maison, il s'est assuré de me montrer exactement à quel point il me considérait comme insignifiant. Voilà 100 $, ricana-t-il en jetant les billets à mes pieds. C'est tout ce qu'un raté comme toi mérite. J'avais 22 ans, tout juste diplômé en ingénierie. Mes parents n'avaient même pas pris la peine d'assister à la cérémonie. Debout dans notre immense salon, avec ma seule valise contenant tout ce que je possédais, j'observais les billets flotter jusqu'au sol en marbre, comme des feuilles mortes. La fortune des Harrison nous entourait, lustres en cristal, meubles anciens, œuvres d'art inestimables, tout cela criant l'opulence de l'argent ancien et l'orgueil encore plus ancien. Depuis des générations, nous étions des banquiers d'investissement, chaque fils suivant son père dans les prestigieux bureaux de Harrison et son Investment Group. Sauf moi. L'ingénierie avait craché mon père lorsque j'avais annoncé mon choix d'études. Les ingénieurs ne sont que des mécaniciens glorifiés. Aucun fils à moi ne gâchera sa vie à bricoler des machines. Mais je voyais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Pendant qu'ils comptaient leurs millions en placements traditionnels, je comprenais que l'avenir appartenait à la technologie. Les prochaines grandes fortunes ne se feraient plus dans des bureaux lambrissés d'acajou, mais dans des garages et des laboratoires, entre les mains de ceux qui sauraient fusionner innovation et opportunité. Ma mère se tenait au pied du grand escalier, un martini à la main alors qu'il n'était même pas midi. « James, chéri, il est encore temps de réparer ça, dit-elle. Reviens à la firme. Ton père peut arranger les choses avec le conseil. » Je la regardais, vraiment regardée, et je vis ce sourire trop bien maîtrisé, celui qui n'avait jamais vraiment atteint ses yeux. Toute mon enfance, je l'avais vu mesurer sa valeur à la taille de ses bagues en diamant, chacune plus grosse que la précédente, comme si elle tentait de combler un vide qui ne cessait de grandir. Un non, maman. J'en ai fini d'essayer d'être ce que vous voulez. Le visage de mon père prit cette teinte rouge dangereuse qui avait marqué mon enfance. Alors sors d'ici. Tu n'es plus un Harrison. Le fonds fiduciaire, les relations, l'héritage, tu es en train de tout jeter pour un rêve stupide. Je me baissai et ramassai les 100 $. Les billets étaient neufs, impeccables. Il avait sûrement demandé à son assistant de les retirer de la banque spécialement pour cette mise en scène cruelle. Garde le fonds fiduciaire, dis-je en glissant les billets dans mon portefeuille. Je vais bâtir quelque chose par moi-même. Mon père éclata de rire, un son qui résonna sous les hauts plafonds. Et toi? Construire quelque chose? Tu es à peine capable de t'habiller correctement. Il désigna ma chemise boutonnée et mon pantalon simple, si différent de son costume sur mesure. Sans le nom Harrison, tu n'es rien. Ces mots résonneraient dans mon esprit pendant des années, me poussant à travers d'innombrables nuits blanches et des défis impossibles. Mais à cet instant, je me suis contentée de sourire. Regarde-moi bien. Je suis sortie de ce manoir avec 100 $, une valise et un diplôme d'ingénieur qu'il considérait comme inutile. Derrière moi, les immenses grilles de fer de la maison de mon enfance se refermèrent dans un claquement final et dramatique. Debout sur le trottoir, je réalisai soudain une chose, je n'avais pas de voiture. Elle était au nom de mon père. Pas d'endroit où vivre, l'appartement près de l'université avait été payé par le fonds fiduciaire. Et exactement 100 $ en poche. Mais j'avais quelque chose qu'il ne comprenait pas, une vision de l'avenir et les compétences pour la concrétiser. Je marchai jusqu'à la gare routière, achetai un billet à 40 $ pour la Silicon Valley et dépensai 10 $ de plus pour un burger et des frites. Assis dans ce dîner gras, observant les bus aller et venir, j'ouvris mon carnet et écrivis 3 promesses à moi-même. Je n'utiliserai jamais le nom Harrison pour réussir. Je construirai quelque chose qui changera le monde. Quand je reviendrai, ce sera à mes propres conditions. Il me restait 50 $. Pas assez pour louer un logement. À peine de quoi manger pendant quelques jours. Mais j'avais mon ordinateur portable, mon diplôme, surtout, une idée qui avait mûri dans mon esprit tout au long de mes études. Le monde avançait rapidement vers les énergies renouvelables, mais un problème crucial restait sans solution, le stockage. L'énergie solaire et éolienne devenait de plus en plus abordable, mais les batteries restaient inefficaces et coûteuses. J'avais conçu un modèle théorique pour un nouveau type de système de stockage énergétique, une invention qui pourrait révolutionner l'industrie entière. Le problème? Le développer nécessiterait des millions en financement, des années de recherche et des ressources que je n'avais pas. Mes professeurs avaient qualifié mon idée de brillante mais irréalisable. Mon père l'avait qualifiée de délirante. Moi, je l'appelais mon avenir. Alors que mon bus quittait la gare, je regardais ma ville natale disparaître dans l'obscurité. J'avais passé 22 ans à essayer d'être le fils qu'il voulait. Il était temps de devenir l'homme que j'étais destiné à être.
Je ne savais pas encore que ce voyage à 100 $ était le début d'une histoire qui allait transformer l'industrie de l'énergie. 10 ans plus tard, je bâtirais une entreprise valant des milliards, révolutionnerais la manière dont le monde stocke et utilise l'énergie, et reviendrais chez moi non pas comme le fils prodigue, mais comme quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé que je puisse devenir. Mais avant cela, je devais survivre à la Silicon Valley. Avec 50 $ et un rêve qui refusait de mourir. La Silicon Valley n'était pas le paradis technologique brillant que j'avais imaginé. Ma première nuit, j'ai dormi sur un banc dans un parc à Palo Alto, utilisant mon sac d'ordinateur comme oreiller et ma veste comme couverture. Au matin, mes 50 $ étaient devenus 30 après avoir acheté un café et un bagel dans un petit café local. Mais ce café allait tout changer. « Tu vas te faire voler en dormant dehors », m'a dit la barista, me voyant essayer de faire durer mon café pendant des heures tout en utilisant leur Wi-Fi. Elle s'appelait Maya. Et au lieu de me mettre dehors, elle m'a proposé un marché. Répare notre machine à espresso qui tombe en panne tout le temps, et tu pourras dormir dans la réserve après la fermeture. J'ai réparé leur machine en 20 minutes. Le propriétaire a été si impressionné qu'il m'a offert un petit boulot de maintenance. Et tout d'un coup, j'avais un revenu. Et un endroit où dormir même si ce n'était qu'une pièce remplie de sacs de café et de gobelets en papier. Le jour, je travaillais au café. Pendant la nuit, j'affinais mes conceptions de stockage d'énergie, utilisant le Wi-Fi du café pour rechercher des brevets et analyser les tendances technologiques. Maya me rapportait parfois des viennoiseries invendues, jetait un œil à mes schémas complexes et posait des questions qui, contre toute attente, m'aidaient à clarifier ma pensée. Donc, en gros, tu construis une meilleure batterie, demanda-t-elle un soir. Pas exactement, expliquai-je en lui montrant mes croquis. Les batteries traditionnelles gaspillent trop d'énergie lors du stockage et du transfert. Mon design utilise une nouvelle structure moléculaire capable de stocker l'énergie avec une efficacité proche de 100%. Elle fixa les diagrammes. Et pourquoi personne d'autre ne fait ça? Parce que c'est censé être théoriquement impossible, répondis-je avec un sourire. Mais je crois avoir trouvé une solution. 3 mois de travail au café m'avaient permis d'économiser assez pour louer une minuscule chambre dans une colocation avec 5 autres rêveurs de la tech. Ce n'était pas grand-chose, mais j'y avais un bureau pour travailler. Je me mis aussi à faire du conseil en ingénierie en freelance, aidant les startups locales à résoudre leurs problèmes techniques. C'est ainsi que j'ai rencontré David Chin. Ta solution à notre problème de gestion d'énergie nous a fait gagner des mois de travail, me dit-il après que j'eus aidé sa startup à corriger un problème matériel critique. Sur quoi d'autre travailles-tu? J'hésitais. Puis je décidai de tenter ma chance. Je lui montrai mes conceptions de stockage d'énergie. David resta silencieux un long moment, scrutant mes spécifications techniques détaillées. Enfin, il releva la tête. Ça pourrait tout changer. Mais tu auras besoin de financement sérieux pour construire un prototype. Je sais. Je ne lui parlais pas de la fortune familiale. Ni du fonds fiduciaire que j'avais abandonné. Je travaille là-dessus. David s'avéra être bien plus qu'un simple client. Il me présenta à la Dr Sarah Wong, une chercheuse renommée en ingénierie moléculaire à Stanford. Elle passa 6 heures à examiner mes conceptions, cherchant la moindre faille dans mes théories. C'est ambitieux, finit-elle par dire. Peut-être même impossible. Mais si ça fonctionne. Elle marqua une pause. J'ai des contacts au centre de recherche énergétique de Berkeley. Ça t'intéresserait d'utiliser leurs installations? Est-ce que j'étais intéressée à accéder à l'un des meilleurs laboratoires de recherche au monde? Oui, répondis-je aussi calmement que possible. Je le serais. Pendant l'année qui suivit, je cumulais 4 emplois. Maintenance du café le matin. Conseil en freelance dans la journée. Recherche dans les laboratoires de Berkeley le soir. Perfectionnement de mes designs tard dans la nuit. Je survivais à coups de boissons énergétiques et de pure détermination. Puis vint la percée décisive. Cela arriva à 3 heures du matin, dans le laboratoire de Berkeley. Depuis des semaines, je testais différentes configurations moléculaires, cherchant la structure idéale pour le stockage d'énergie. Quand les résultats sont arrivés, je les ai vérifiés 3 fois. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ça fonctionnait. Le prototype stockait l'énergie avec une efficacité de 98,7%, un transfert énergétique presque parfait. Quelque chose censé être impossible. La Dr Wong vérifia elle-même mes résultats. Ce n'est pas juste une percée, dit-elle en fixant les données. C'est une révolution. En une semaine, j'avais des réunions avec 3 grandes firmes de capital risque. David m'aida à préparer mon argumentaire. Maya,
Elle passait chaque soir pour me faire répéter, me posant des questions difficiles jusqu'à ce que mes réponses soient parfaites. Les 2 premiers investisseurs dirent la même chose. Brillant, mais trop risqué. Le 3e rendez-vous fut différent. Votre technologie pourrait révolutionner le stockage des énergies renouvelables, déclara Alexander Martinez, associé principal chez Quantum Venture. Mais pourquoi devrions-nous faire confiance à un inconnu de 23 ans? Je croisai son regard. Parce que j'ai passé l'année dernière à prouver que l'impossible est possible. Je marquai une pause. Donnez-moi une chance d'en prouver un de plus. Ils investirent 5 millions de dollars pour 25% de mon entreprise. Je la nommai Nova Energy System, une blague privée. Une nouvelle étoile née de rien. Je transférai la recherche dans nos propres locaux, embauché une petite équipe d'ingénieurs brillants et travaillé plus dur que jamais. Nous avons rencontré d'innombrables défis techniques, des échecs et des moments où tout semblait sur le point de s'effondrer. Mais 2 ans plus tard, nous y sommes parvenus. Notre premier système de stockage d'énergie à l'échelle industrielle était prêt pour les tests. Les résultats dépassèrent toutes nos attentes. Notre système pouvait stocker et restituer l'énergie avec une efficacité de 99,1%, près de 3 fois mieux que la meilleure technologie existante. L'industrie énergétique explosa d'intérêt. L'énergie solaire et éolienne n'était plus seulement viable, elle devenait économiquement supérieure aux combustibles fossiles. Chaque grande entreprise énergétique voulait notre technologie. 3 ans après cet investissement initial, Nova Energy System fit son entrée en bourse. Le prix de l'action doubla le premier jour. À la fin de la semaine, ma part dans l'entreprise valait plus de 100 millions de dollars. J'achetai mon premier costume depuis mon départ de chez moi. Pas chez le tailleur hors de prix de mon père, mais dans une boutique spécialisée pour les dirigeants de la tech. Maya, désormais notre directrice des opérations, m'aida à le choisir. « Tu comptes impressionner quelqu'un » demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Non » répondis-je en ajustant la veste parfaitement taillée. « Mais je pense qu'il est temps de rentrer. » Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 5 ans. Grâce aux médias économiques et aux réseaux sociaux, je savais que Harrison et son investment group traversaient une crise. La banque d'investissement traditionnelle était en train de mourir, balayée par la technologie financière et l'évolution des marchés. Ils devaient s'adapter. Investir dans les nouvelles technologies. Exactement ce que j'avais essayé de leur dire des années plus tôt. Désormais, ils faisaient face à leur plus grande menace, une tentative de rachat hostile menée par un mystérieux fonds d'investissement technologique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce fonds Digital Horizon Capital était une filiale de Nova Energy System. Mon entreprise. Je réservais un vol retour. Ma fortune de 100 millions de dollars, bien loin des 100 dollars avec lesquels j'étais parti. Mais je ne rentrais ni pour me réconcilier, ni pour me vanter. Je rentrais pour racheter l'entreprise qui m'avait déclaré sans valeur. Maya me surprit à fixer une vieille photo de famille avant mon départ. « Tu es sûr de toi ?» Je rangeai la photo. Ils m'ont appris que l'argent était la seule mesure de la valeur, dis-je. Il est temps de leur montrer exactement combien je vaux. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon retour allait ébranler la famille Harrison jusqu'à ses fondations. Que ma vengeance serait à la fois plus douce et plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Ou que la leçon à 100 dollars qu'ils m'avaient enseignée finirait par leur coûter tout. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Le siège de Harrison et son investment group n'avait pas changé. Le même imposant bâtiment en pierre calcaire. Les mêmes lettres dorées. La même aura d'arrogance issue de l'ancienne richesse. Mais cette fois, je suis entré par la porte d'entrée. Non pas en tant que fils décevant, mais en tant que PDG de l'entreprise qui tentait de les acquérir. Monsieur Blake, je suis ici pour voir le conseil d'administration, ai-je dit à la réceptionniste, en utilisant le nom que j'avais adopté après mon départ. Elle m'a dirigé vers le dernier étage. Sans reconnaître le fils prodigue qui rentrait chez lui. La salle du conseil de Harrison était exactement comme dans mon souvenir. Boiserie sombre. Tableau à l'huile des anciens présidents. Le blason familial gravé au-dessus de la cheminée. Je jouais sous cette table enfant, écoutant mon père négocier des affaires et écraser ses concurrents. Cette fois, j'étais assis à la tête de cette table, attendant qu'ils entrent un à un, les membres du conseil, les cadres supérieurs, et enfin, mon père. Il avait vieilli bien plus que 5 ans ne l'aurait permis, sa prestance autrefois imposante diminuée par le stress et la déchéance financière. Il ne m'a pas reconnu immédiatement, ses yeux glissant sur moi tandis qu'il prenait place. « Messieurs, ai-je commencé ? Je représente Digital Horizon Capital pour discuter de notre offre d'acquisition de Harrison et son
Nous ne sommes pas intéressés par une acquisition par quelque start-up technologique que ce soit, s'est emporté mon père, sans vraiment me regarder. Harrison et son existe depuis 150 ans. Et s'effondrera dans 5 ans si vous ne vous adaptez pas, l'ai-je coupé, laissant ma voix naturelle remplacer le ton neutre que j'avais pris soin d'adopter. N'est-ce pas, père? Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc lorsqu'il m'a enfin reconnu. James? Bonjour, père. Je t'ai manqué? Un des membres du conseil, Monsieur Peterson, qui me connaissait depuis l'enfance, a laissé échapper un souffle choqué. Le petit James Harrison? En fait, c'est James Blake maintenant, ai-je corrigé. Et je suis ici pour parler de l'avenir de cette entreprise. Le choc de mon père s'est transformé en colère. C'est un coup monté. Tu travailles pour Digital Horizon? J'ai souri. Non, père. Je possède Digital Horizon. C'est une filiale de Nova Energy System. J'ai savouré l'instant où ils ont compris. Oui, ce Nova Energy System. L'entreprise qui révolutionne la technologie de stockage d'énergie à travers le monde. Impossible, a chuchoté mon père. Tu es parti sans rien. Non, ai-je répondu doucement. Je suis parti avec $100. Ta dernière leçon sur la valeur de l'argent. Tu veux savoir ce qu'elle m'a rapporté? J'ai fait un signe à mon assistant, qui a distribué des dossiers à chaque membre du conseil. Nova Energy System vaut aujourd'hui 4,2 milliards de dollars. Digital Horizon Capital, que vous avez curieusement négligé d'examiner correctement, est notre branche d'investissement. Au cours de l'année dernière, nous avons discrètement racheté des actions de Harrison et Son à travers divers fonds et filiales. J'ai ouvert mon propre dossier. À ce matin, nous possédons 45% de vos actions. Nous détenons également la majorité de vos dettes d'entreprise qui, à cause de vos récentes difficultés, sont considérables. Le sang a quitté le visage de mon père alors qu'il comprenait toute l'ampleur de ce que j'avais accompli. Le fils qu'il avait rejeté était revenu pour tout prendre. L'offre est simple, ai-je poursuivi. Harrison et Son sera absorbé par Digital Horizon. Le nom de famille sera retiré. Le conseil d'administration sera dissous. Je me suis arrêté, regardant mon père droit dans les yeux. Et tu démissionneras. Avec effet immédiat. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé. L'héritage familial. L'héritage familial est en train de mourir, ai-je rétorqué sèchement. Vos stratégies d'investissement sont dépassées. Votre technologie est obsolète. Et votre arrogance vous a aveuglé face aux évolutions du monde. J'ai essayé de te prévenir il y a 5 ans, mais tu étais trop fier pour écouter. Monsieur Peterson s'est raclé la gorge. Et James, on peut sûrement en discuter. Tu es toujours un Harrison. Non, ai-je répondu fermement. Vous avez tous été très clairs, j'ai cessé d'être un Harrison le jour où j'ai choisi de construire quelque chose de nouveau plutôt que de m'accrocher à quelque chose d'ancien. Je ne suis pas ici pour la réconciliation. Je suis ici pour les affaires. Je me suis levé, ajustant mon costume sur mesure du genre qui coûtait 1000 fois plus que ses premiers $100. Vous avez 24 heures pour accepter l'offre. Si vous refusez, Digital Horizon appellera immédiatement toutes les créances. Harrison et Son ne survivra pas à la semaine. Mon père a retrouvé sa voix. Tu détruirais l'entreprise familiale? Tout ce que nous avons construit? Non, père. C'est toi qui l'as détruite par ton refus obstiné de changer. Je t'offre une chance de sauver ce qui reste, les emplois, les clients, l'héritage que tu prétends enchérir. Mais que cet héritage porte ou non le nom Harrison n'est plus ton choix. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et père? Tu te souviens quand tu disais que l'argent était la seule mesure de la valeur d'un homme? J'ai souri froidement. Selon ta propre mesure, combien est-ce que je vaux aujourd'hui? Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de réunions juridiques et d'interrogations de la presse. L'annonce de l'acquisition de Harrison et Son par Nova Energy System avait semé la panique sur le marché boursier. Mon père a tenté de se battre, bien sûr en appelant d'anciennes relations, en essayant de rallier du soutien. Mais j'avais tout anticipé. Toutes les issues étaient bloquées. Chaque potentiel sauveur était déjà de notre côté. Chaque ligne de crédit était coupée. L'empire qu'il avait passé sa vie à protéger était maintenant entre mes mains. Ils ont signé les papiers le lendemain, dans la même salle où, jadis, il avait jeté $100 à mes pieds. Alors que les avocats finalisaient les détails, mon père s'approcha de moi. Il paraissait vieux, abattu.
Mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose qui aurait pu être du respect. Ou peut-être juste de la résignation. Tu avais tout prévu, dit-il doucement. Depuis le début. Non, père. C'est toi qui as tout prévu, le jour où tu as décidé que mes rêves ne valaient pas la peine d'être respectés. Je soutins son regard. Je me suis simplement construit quelque chose de mieux que ce que tu pouvais imaginer. Il hocha lentement la tête. Et maintenant? Tu vas tout détruire par vengeance? Je le regardai longuement. Non. Je vais le reconstruire en quelque chose qui a réellement du sens. Harrison et son fera partie d'une entreprise qui contribue à résoudre la crise énergétique mondiale, et ne se contentera plus de déplacer de l'argent d'un compte à un autre. Le fait que cela ne t'appartienne plus? Ce n'est que justice poétique. Alors que je tournais les talons, il m'appela une dernière fois. James, c'est $100. Je souris. Le meilleur investissement de ma vie, père. Ils m'ont appris exactement ce que je ne voulais pas devenir. La transition prit 6 mois. Je restructurai complètement l'entreprise, modernisant ses opérations et réorientant ses ressources vers des investissements en énergie durable. La plupart des employés gardèrent leur emploi, après tout, il ne s'agissait pas de les punir pour les fautes de mon père. Mon père se retira dans notre ancien domaine familial, son orgueil plus blessé que son compte en banque. Je m'étais assuré qu'il ait assez d'argent pour vivre confortablement. Ma mère tenta plusieurs fois de me contacter, toujours avec des sous-entendus sur une possible réconciliation. Mais je gardais mes distances. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. 1 an plus tard, je me tenais dans mon bureau au siège de Nova Energy System, contemplant la Silicon Valley. Maya entra avec un petit colis que mon père m'avait envoyé. À l'intérieur, $100, les mêmes billets qu'il m'avait jetés 5 ans plus tôt. Je les avais laissés sur son bureau après la signature de la reprise. Avec eux, un mot. Tu valais bien plus que ce que je n'ai jamais su voir. Je pris ces billets et me rendis au café où mon voyage avait commencé. La même barista qui m'avait autrefois offert un refuge était désormais cadre supérieur dans mon entreprise, mais le café servait toujours le meilleur expresso de Palo Alto. Je laissai les $100 en pourboire. Certains diront que c'était mesquin, prendre le contrôle de l'entreprise de mon père pour lui prouver que j'avais réussi. Mais je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que, parfois, la seule façon de réparer quelque chose de brisé est de le démolir et de reconstruire quelque chose de meilleur à la place. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ces $100 m'ont appris quelque chose d'encore plus précieux. La véritable valeur d'une personne ne réside ni dans son compte en banque, ni dans son nom de famille. Elle réside dans ce qu'elle choisit de bâtir avec ce qu'elle a. Un héritage. Un empire. Et j'y suis parvenu non pas grâce au nom Harrison. Mais malgré lui. Les $100 avec lesquels je suis parti m'ont offert quelque chose d'inestimable, la liberté de devenir celui que j'étais destiné à être. Les millions avec lesquels je suis revenu? Ils ont simplement prouvé que j'avais eu raison depuis le début. Et ça vaut bien plus que n'importe quelle fortune familiale.